Le film commence il y a 17 ans, au cœur d'une jungle épaisse. Un hélicoptère s'écrase sur l'île de St. À l'intérieur, un groupe de médecins et de scientifiques étudie l'ADN de toutes sortes d'espèces hybrides. Dans une chambre froide, ils conservent le corps de ce qui semble être un dinosaure gigantesque. Pendant ce temps, dans une autre salle, 2 spécialistes entrent pour effectuer une procédure. Mais soudain, une défaillance majeure de confinement se produit. Alors qu'ils tentent de fermer une écoutille, un petit débris se coince, empêchant l'étanchéité. Les alarmes se déclenchent, et tout le monde s'empresse de verrouiller manuellement pour empêcher ce qui est enfermé de s'échapper. Mais les médecins qui étaient entrés pour injecter des médicaments ne sortent pas à temps, et tragiquement, ils sont tués par le dinosaure hybride qu'ils avaient créé. Plus tard, on voit des gens peindre des murs couverts de dessins de dinosaures. Le temps fait son œuvre, et ces anciennes expositions de dinosaures finissent abandonnées. En ville, les informations rapportent qu'un vieux brachiosaure s'est échappé de son enclos, provoquant un énorme embouteillage. Ce grand gaillard est aussi le dernier survivant de son espèce en Europe. C'est alors qu'on rencontre Martin Krebs, un représentant de Parker Genix Pharmaceutical Engineering, une entreprise pharmaceutique travaillant sur de nouveaux médicaments. Il rencontre Zora Bennett, qui l'a contacté pour lui proposer une mission plutôt unique, bien que pas exempte de risques légaux ou de dilemmes éthiques. Krebs lui explique qu'ils essaient de collecter des échantillons des 3 dinosaures les plus puissants de la Terre pour développer un médicament révolutionnaire capable de traiter les maladies cardiaques et de sauver des milliers de vies. Mais il avertit que ces créatures se trouvent sur des îles près de l'équateur, totalement interdites d'accès, car tous les gouvernements du monde en ont interdit l'accès. Pourtant, Krebs admet qu'il prévoit de réaliser la mission en engageant un civil. Au début, Zora refuse, mais elle s'arrête, réfléchit, et finit par demander combien d'argent est en jeu. Krebs lui annonce le chiffre, 10 millions de dollars, une somme à 7 chiffres, exactement le genre d'argent dont elle a besoin pour assurer un avenir sécurisé. Finalement, Zora accepte. Ils se rendent dans un endroit plus calme pour continuer à parler. Ils visitent un musée sur le point de fermer, dédié à l'ère où les dinosaures régnaient sur Terre. Là, Krebs présente Zora au docteur Henry Loomis, en lui disant qu'elle est la spécialiste assignée à la mission. Krebs explique qu'ils doivent capturer des dinosaures vivants pour la recherche, et à terme, développer des médicaments pour le cœur. Il précise qu'ils recherchent les cœurs les plus gros possibles chez ces créatures, car plus le cœur est gros, plus elles vivent longtemps, ce qui est crucial pour le succès de leurs médicaments. Les cibles principales sont 3 espèces, le mosasaure qui nage dans les océans, le titanosaure terrestre, et le Quetzalcoatlus qui plane dans les cieux. Chacune de ces bêtes peut vivre plus de 100 ans. Krebs et Zora tentent de convaincre le docteur Loomis de rejoindre la mission au nom de la science et de la possibilité de sauver d'innombrables vies, mais Henry hésite, arguant que tout cela est illégal. Krebs rétorque que s'il abandonne, cela prouvera qu'il n'est qu'un accro au zoo. Il en profite pour lui rappeler qu'il a à peine vendu 12 billets en une semaine récemment, alors qu'à l'époque de la folie des dinosaures, les gens faisaient la queue pendant des heures pour entrer. De plus, Krebs insiste sur le fait que, de nos jours, presque plus personne ne se soucie de ces animaux. Face à la pression et à tous ces arguments, le docteur Henry Loomis finit par accepter de rejoindre la mission. Ensuite, l'histoire nous emmène au Suriname, où l'on voit des gens parier dans une ambiance détendue. C'est là que Zora et Krebs retrouvent Duncan pour savoir s'il a décidé de rejoindre la mission, Krebs l'ayant déjà briefé par téléphone. Duncan admet qu'il y a réfléchi, surtout à cause de Zora, mais il a des doutes. Il s'inquiète que ce soit trop risqué de mettre son bateau en jeu, d'autant qu'il n'a pas encore fini de le payer. Zora, convaincue que Duncan est le meilleur pour ce boulot, dit à Krebs qu'elle a travaillé longtemps avec lui. Pour convaincre Duncan, Krebs accepte de doubler la somme dont ils avaient parlé auparavant. Finalement, Duncan cède et accepte. Ensuite, nous rencontrons Bobby Atwater, le responsable de la sécurité de l'équipe, dont le rôle principal est de s'assurer que personne ne se fasse croquer ou dévorer par un dinosaure. Bobby participe aussi à l'expédition. Leur première cible pour un échantillon se trouve près de l'équateur, à environ 240 km de leur position actuelle. En s'approchant, le docteur Henry Loomis prépare des fléchettes spéciales équipées de fioles pour collecter des échantillons d'ADN, mais il précise que ces fléchettes ne fonctionneront que s'ils s'approchent à moins de 10 mètres du dinosaure. En chemin, Duncan s'approche de Zora et lui dit qu'il est désolé pour Booker, un homme mort lors d'une mission précédente, une perte énorme pour elle. Un peu plus tard, Duncan se confie sur sa vie personnelle, expliquant qu'avec sa femme, ils ne se voyaient vraiment que lorsqu'ils rendaient visite à leur petit enfant et qu'ils ont fini par se séparer. Zora, plaisantant à moitié et riant, lui dit qu'ils sont tous les deux pathétiques et que, malgré tout, ils doivent rester en vie s'ils veulent décrocher la fortune qui les attend. Mais Duncan confie qu'il ressent le besoin d'accomplir quelque chose de vraiment grand tant qu'il le peut encore. L'équipe continue d'avancer, se dirigeant à 75 km plus au sud. Pendant ce temps, l'histoire passe à une famille naviguant sur un petit yacht au milieu de l'océan.
Ruben, le père, appelle sa plus jeune fille, Isabella, pour lui demander où est sa sœur Teresa. À ce moment, Teresa sort de l'intérieur du bateau, et Ruben lui demande des nouvelles de son petit ami, lui rappelant que c'est son tour de prendre la barre. Un instant plus tard, Javier, le petit ami de Teresa, apparaît, à moitié endormi, mais il refuse de prendre la barre, disant qu'il est complètement épuisé et suggère plutôt de jeter l'ancre. Ruben explique que ce n'est pas possible, car ils sont au-dessus d'une eau de 2000 mètres de profondeur et que l'ancre ne fait que 50 mètres. Alors il décide de continuer à diriger le yacht pendant 1 heure de plus, en espérant que Javier prendra la relève ensuite. Pour apaiser la tension, Teresa propose de prendre le tour de son petit ami. Ruben, clairement frustré, lui répond qu'il espérait qu'ils resteraient tous ensemble en famille pour pouvoir se dire au revoir correctement. Teresa, un peu résignée mais voulant calmer son père, le rassure en disant qu'elle ne part que pour New York. Soudain, un bruit étrange attire l'attention de Ruben. Il passe la barre à sa fille Isabella et va vérifier. C'est alors qu'il réalise qu'ils sont entourés de créatures gigantesques, des dinosaures. Ruben, incrédule, refuse d'accepter que ces bêtes puissent encore être en vie, car elles étaient censées être presque éteintes. Pendant ce temps, Javier, qui s'était endormi, est coincé sous le pont. Ruben lui crie d'appeler à l'aide par radio, mais Javier est lent à réagir. Finalement, Ruben réussit à remonter sur le pont avec ses filles, et peu après, Javier les rejoint. Juste au moment où une créature marine géante jaillit de l'eau, Javier nage frénétiquement et parvient à remonter sur le yacht, s'en sortant indemne et tenant la radio dans ses mains. Plus tard, Zora se tient là, regardant l'océan, l'air pensif, avec une pointe de tristesse dans les yeux, jusqu'à ce qu'un civil du groupe vienne l'interrompre. Il lui demande si elle est vraiment une mercenaire. Zora acquiesce et dit que oui, sa vie est dangereuse, mais bien plus excitante que la sienne, car personne n'a jamais essayé de lui tirer dessus. Puis elle lui souhaite bonne nuit et part se coucher. Le lendemain matin, Duncan capte une transmission radio de la même famille que nous avons vue plus tôt, mais ils sont à 45 km/h de leur route, dans la direction opposée à celle où l'équipe se dirige. Bobby suggère que la garde côtière s'en occupera peut-être, d'autant qu'ils ne sont qu'à 3 minutes de l'endroit où le mosasaure est censé se trouver. Mais Zora parvient à les convaincre, disant qu'il est crucial d'aller aider la famille, même si cela signifie dévier de leur mission initiale risquée. Pendant ce temps, la famille est épuisée d'attendre. À ce moment, ils aperçoivent le bateau de Zora qui approche. Ils commencent rapidement à lui décrire à quoi ressemblaient les créatures qui les ont attaqués, mais Krebs les interrompt, insistant sur le fait qu'ils doivent continuer la mission. Comme les jeunes n'ont aucune idée de la mission dont ils parlent, ils essaient de détourner la conversation. À cet instant, ils réalisent que le mosasaure est tout près. Il les a trouvés. Alors qu'ils se préparent à le poursuivre et à rester sur la mission, ils décident de laisser la famille attendre, leur promettant qu'ils seront en sécurité une fois que tout sera fini. Mais alors que l'équipe part à la chasse au mosasaure, ils découvrent qu'il est incroyablement rapide. Zora doit attendre que la créature s'approche à moins de 10 mètres avant de pouvoir tirer. Petit à petit, ils parviennent à réduire la distance. Zora tire, mais l'animal, occupé à remonter à la surface et à replonger dans les vagues, esquive. Finalement, Zora réussit son coup. Le tube se remplit de sang, et ils parviennent à le récupérer. Tout le monde félicite Zora pour son tir précis et le docteur pour avoir conçu l'arme. Plus tard, seul à l'intérieur du bateau, le docteur explique à Zora que le médicament qu'ils espèrent fabriquer à partir de ce matériel génétique de dinosaures ne sera accessible qu'à un petit groupe de personnes, car la plupart des gens ne pourront pas se permettre quelque chose d'aussi cher. Il lui rappelle qu'elle devrait penser au bien de tous, mais elle l'interrompt, lui disant d'arrêter de parler. Quelques instants plus tard, les mêmes dinosaures qui ont attaqué la famille plus tôt réapparaissent. Ce sont des prédateurs venus chasser le mosasaure. À ce moment, Bobby sort en chargeant, déterminé à continuer de tirer, mais ses tirs ne font que le rendre vulnérable, et les créatures finissent par le tuer. Juste après, le mosasaure jaillit à nouveau de l'eau et les attaque, obligeant tout le monde à se diriger vers des formations rocheuses. Pendant ce temps, Ruben dit à Teresa d'appeler à l'aide par radio et de contacter les services d'urgence. Duncan commence à manœuvrer le bateau vers les îles à proximité, pensant que le mosasaure ne peut pas nager dans des eaux peu profondes, mais il y a un réel risque de percuter les rochers et de couler, alors tout le monde se prépare à sauter. Leclerc, qui pilotait le bateau à tour de rôle, aide à maintenir le moteur en marche. Pendant ce temps, Teresa attrape la radio, mais Krebs l'arrête, l'avertissant qu'ils ne peuvent pas risquer d'alerter qui que ce soit. Désespérée, Teresa glisse et tombe à l'eau, et son petit ami, Javier, plonge immédiatement pour la sauver. Alors que le bateau continue de heurter les rochers, tout le monde est finalement forcé de sauter par-dessus bord. Comme la zone a des eaux peu profondes, ils sautent tous, sauf Duncan, qui s'écrase avec le bateau. Les survivants nagent de toute leur force jusqu'à atteindre l'île. Teresa retrouve Javier et lui dit que les hommes sur le bateau ont essayé de la tuer.
Krebs parvient à atteindre la rive avec beaucoup d'efforts et dit à tout le monde qu'ils doivent s'enfoncer plus loin dans l'île, car des créatures amphibies rôdent le long de la côte. Pendant ce temps, Duncan réussit à se mettre en sécurité. Nina, qui fait aussi partie de l'équipe, ramasse des provisions lorsqu'elle est soudainement attaquée par un dinosaure que personne n'avait remarqué. Au même moment, Ruben, ses filles et Ravière atteignent un endroit offrant une vue absolument magnifique sur l'île. Krebs s'approche de Zora et lâche une bombe. Il y a des mutations ici. La chose qui a pris Nina en était une. De plus, il admet qu'il leur avait caché des informations cruciales. Cette île est infestée de dinosaures génétiquement modifiés, car les dinosaures normaux commençaient à sembler trop ennuyeux pour les visiteurs du parc. Il y a un laboratoire ici qui a créé des espèces hybrides, bien que certaines de ces créatures se soient révélées trop effrayantes pour être acceptées par le public. Mais chaque mutation vaut 72 millions de dollars, donc ils ne peuvent pas simplement les éliminer. C'est alors que Zora révèle qu'elle a engagé une équipe d'exfiltration spécialisée, avec pour ordre de venir si elles n'ont pas de nouvelles d'eux dans les 24 heures. Selon son plan, ils survoleront la zone au coucher du soleil le deuxième jour, mais ils ne pourront surveiller que pendant 2 minutes. Atterrir serait bien trop dangereux. Maintenant, le groupe doit affronter ces créatures mutantes, et leur mission s'est pratiquement réduite à une seule chose, rester en vie jusqu'à ce que l'hélicoptère puisse venir les sauver, tout en continuant à collecter les échantillons pour leur objectif initial. Pendant ce temps, la famille essaie toujours de trouver un moyen de s'échapper, de trouver une radio, d'appeler à l'aide et aussi de dénoncer Krebs pour avoir tenté de tuer Teresa. En même temps, les membres restants de l'équipe parlent du fait que les T-Rex se trouvent au centre de la vallée, ils doivent donc avancer avec une extrême prudence. Plus tard, Zora confronte Krebs à propos de ce qui s'est passé avec Teresa et comment elle est tombée à l'eau, mais il insiste en disant que rien d'étrange ne s'est passé et qu'elle a simplement glissé. Zora n'y croit pas et le prévient que si elle découvre qu'il y avait autre chose, elle s'assurera personnellement qu'il paie pour cela. Ensuite, la petite fille tombe sur un petit dinosaure qui s'avère être une mutation, et sa sœur parvient à l'effrayer pour qu'il s'en aille. Peu après, Ruben remercie Ravière d'avoir sauté dans l'océan pour sauver Teresa. Pendant ce temps, Krebs se dirige vers le lac pour remplir sa gourde et repère un collier coincé entre les rochers. Quand Krebs se retourne, il se retrouve face à face avec l'épave d'un hélicoptère écrasé, le même que nous avons vu au début de l'histoire. Pendant ce temps, du côté de la famille, Ravière explore la zone, cherchant un chemin sûr. Il est convaincu qu'ils doivent suivre les tuyaux souterrains pour atteindre les installations de l'île. Pendant que Ruben et ses filles se reposent, Ruben s'excuse auprès de Ravière de l'avoir traité de paresseux et le remercie encore d'avoir sauvé sa fille. Ravière, cependant, admet qu'il ne sait même pas pourquoi Teresa reste avec lui. Ruben lui dit que même quand les gens parlent mal de vous, il faut toujours prouver qu'ils ont tort par vos actions, car sinon, ces mots pourraient finir par devenir vrais. Après cela, Ravière s'éloigne pour aller aux toilettes. Pendant ce temps, la petite fille se réveille et réalise que le petit dinosaure mutant est revenu et dort maintenant à côté d'eux. Quant à Ravière, alors qu'il se soulage, il remarque soudain un dinosaure qui s'approche furtivement. À ce moment, un autre dinosaure apparaît, mais quelques secondes plus tard, une créature encore plus grande surgit, attrape les 2 dinosaures et s'envole avec eux, laissant Ravière absolument terrifié et tremblant comme jamais. Le lendemain arrive, et l'équipe continue d'avancer. Krebs souligne que, bien que beaucoup de dinosaures soient herbivores, leurs prédateurs ne le sont certainement pas, ce qui signifie qu'ils sont en danger constant. Bientôt, ils commencent à entendre des bruits provenant de toutes sortes d'espèces différentes, alors ils décident de se déplacer aussi silencieusement que possible. Soudain, une queue géante apparaît, révélant la présence des T-Rex terrestres. Alors que les membres plus jeunes de l'équipe s'enfuient pour se mettre à l'abri, on remarque que, malgré leur apparence massive et effrayante, ces créatures montrent des gestes étonnamment doux. Zora prépare une fléchette pour prélever du sang, et le docteur, très excité, s'approche et touche la jambe du dinosaure, ressentant quelque chose de totalement unique et inoubliable. Zora parvient à s'approcher suffisamment et tire la fléchette. Ils réussissent à prélever un échantillon de sang et réalisent qu'il y a tout un groupe de ces dinosaures vivant dans la zone. Pendant ce temps, la famille continue de marcher, toujours à la recherche de l'installation dont ils ont tant entendu parler. La petite fille reste avec son petit dinosaure mutant, qu'elle décide de nommer Dolores, bien décidée à le ramener chez elle. Mais, distrait, il glisse et dégringole. Dolores tombe aussi, mais, effrayée, s'enfuit, sentant que cet endroit pourrait être dangereux. Puis Teresa aperçoit un bateau au loin et décide de le suivre, car son père ne peut pas marcher. Avançant avec difficulté, Teresa se dirige lentement vers l'endroit où le bateau est censé être. Mais en chemin, elle repère les traces d'un dinosaure mort. En s'approchant encore plus, un autre dinosaure apparaît soudainement, mais il sent un prédateur encore plus grand à proximité et s'éloigne rapidement. C'est alors que Teresa se retourne et découvre un T-Rex en train de dormir juste là. Toujours déterminée à atteindre le bateau qu'elle voit devant elle,
Elle continue d'avancer. Mais une fois arrivée à ce qu'elle pensait être un bateau, elle réalise avec angoisse que ce n'est que la proue d'un vaisseau. À moitié enfoui, incomplet et abandonné, paniquée, elle fouille la zone plus minutieusement et trouve un sac d'urgence. Pendant ce temps, la petite fille s'approche de Dolores et lui dit tristement qu'elle doit partir, car cet endroit n'est pas sûr pour elle. Teresa traîne le sac d'urgence jusqu'au quai, le rapprochant le plus possible du lac. Là, elle lit les instructions imprimées sur le sac, qui indiquent qu'il doit être gonflé sur un sol solide. De l'autre côté du lac, Ruben lui crie de ne pas le gonfler, mais Teresa, déterminée à quitter l'île, l'ignore et active le mécanisme. Mais le bruit du radeau qui se gonfle réveille l'énorme dinosaure qui dormait jusqu'à ce moment. Bien que le dinosaure ne remarque pas Teresa tout de suite, il s'éloigne vers une autre partie du lac pour boire de l'eau. Profitant de l'occasion pendant que le dinosaure est distrait, Teresa tire le radeau jusqu'à l'endroit où sa famille attend. Le cœur lourd, la petite fille dit finalement au revoir au petit dinosaure, Dolores, et tout le monde se précipite sur le bateau. Mais le fort courant dans le lac les entraîne directement vers la zone où le T-Rex se trouve. Paniqués, ils pagaient tous comme des fous, essayant de s'éloigner. Mais le dinosaure géant plonge sous l'eau et commence à nager après eux. D'un mouvement rapide et violent, le Rex les dépasse et d'un seul coup, retourne le radeau et envoie tout le monde dans l'eau. La famille parvient à survivre, mais une fois que le T-Rex réalise qu'ils sont encore en vie, il continue de les poursuivre et manque de peu de dévorer Ruben. À bout de souffle et à peine capable de parler, Ruben crie à tout le monde de se cacher parmi les rochers pour que le Rex ne puisse pas les atteindre. Mais il est frappé d'horreur lorsqu'il réalise que sa plus jeune fille a disparu. Criant son nom dans la panique, il la cherche frénétiquement. C'est alors qu'Isabella l'appelle, et Ruben la repère, ressentant une vague de soulagement. Elle s'était cachée sous le bateau retourné tout ce temps, car elle ne savait pas nager. Mais tout le bruit et les cris attirent l'attention du T-Rex, et il repère la petite fille. Se jetant sur elle et soulevant le radeau dans les airs avec ses dents massives, Ruben, convaincu que la créature a avalé sa fille, est complètement brisé. Mais quelques instants plus tard, Isabella réapparaît, nageant vers eux. Quand ils parviennent enfin à se regrouper, le T-Rex essaie de les attaquer à nouveau, mais les rochers bloquent son chemin. Furieux, le dinosaure lance le radeau sur eux de toutes ses forces avant de s'éloigner, rugissant de pure frustration. Pendant ce temps, l'équipe a atteint les rochers les plus hauts de l'île, où se trouve le nid du Quetzalcoatlus. Ils savent qu'il est beaucoup plus sûr de collecter des échantillons à partir des œufs que de risquer d'essayer de capturer un adulte, car ces carnivores pourraient les déchiqueter en un rien de temps. Leclerc descend en premier, suivi de près par Zora et Henry. Ils atteignent une entrée qui ressemble à un temple ancien, et c'est là qu'ils trouvent enfin les précieux œufs. Henry commence à prélever des échantillons sur les œufs et en plein milieu, dit à nouveau à Zora qu'il devrait remettre les preuves directement aux autorités plutôt que de les donner à Krebs. Ainsi, tout le monde pourrait bénéficier de cette percée scientifique, et d'innombrables vies pourraient être sauvées. Mais Zora n'est pas de cet avis, car dans ce scénario, elle ne toucherait pas un sou. Leclerc est occupé à collecter des échantillons lorsqu'il est soudainement repéré par un dinosaure revenant à son nid. Sentant l'intrusion, la créature se jette directement sur eux. Les coéquipiers de Leclerc se précipitent pour l'aider, mais le dinosaure le poursuit sans relâche. Grâce au chaos causé par l'attaque, le groupe parvient à obtenir l'échantillon dont ils ont besoin. Mais pendant la lutte pour libérer Leclerc, l'échantillon glisse de leurs mains, et Henry perd l'équilibre et chute par-dessus le bord. Zora le rattrape juste à temps, mais au milieu du chaos, le dinosaure finit par dévorer Leclerc sous les yeux horrifiés de tous. Finalement, ils parviennent à récupérer l'échantillon, et même si Henry tombe d'une hauteur importante, il a la chance d'atterrir dans l'eau, ce qui lui sauve la vie. Zora se précipite rapidement pour l'aider, et bientôt, le reste de l'équipe se regroupe autour d'eux, soulagés de voir qu'ils vont tous les deux bien. Ils parviennent donc à garder l'échantillon en sécurité et considèrent la mission comme accomplie. Enfin, presque, car maintenant ils doivent juste trouver un moyen de rentrer chez eux. Pendant ce temps, la famille navigue calmement sur le radeau, admirant le paysage alors qu'ils approchent des anciennes installations du laboratoire. Duncan, qui observe de loin, repère que l'héliport est situé en plein milieu d'un immense barrage, mais il ne voit la famille nulle part. Mais Zora remarque des empreintes fraîches sur le sol et commence à crier, convaincu que les enfants doivent être à proximité. Finalement, ils parviennent à rejoindre la famille, mais Teresa est furieuse contre Krebs. Au milieu de toute cette tension, Krebs sort une arme sur le groupe, exigeant que tout le monde reste sur place et attende l'arrivée de l'hélicoptère. À ce moment, la petite fille entend des bruits étranges et dit à tout le monde de se taire. Les sons proviennent d'un générateur relié à une minuterie. Quelques secondes plus tard, il s'allume, inondant l'endroit de lumière et diffusant une mélodie. Soudain, un dinosaure mutant surgit dans la zone, forçant tout le monde à courir pour sauver sa vie, se dispersant dans différentes parties du complexe pour se cacher. Certains parviennent à s'enfermer dans un supermarché,
tandis que le dinosaure mutant continue de les poursuivre sans relâche. Pendant ce temps, le docteur et Duncan se réfugient dans une autre section, directement dans le laboratoire où toute cette histoire a commencé. Zora et Krebs, de leur côté, se retrouvent coincés sous une voiture et commencent à tirer sur le dinosaure mutant, essayant de le repousser. À ce moment, Dolores, le petit dinosaure mutant, réapparaît et parvient à retrouver le groupe. Alors que la petite fille lui offre de la nourriture, il est révélé qu'un autre dinosaure mutant rôde à proximité. Cette nouvelle créature se jette sur la petite fille, mais elle parvient à se cacher dans un réfrigérateur. Étrangement, le dinosaure aperçoit son propre reflet dans un miroir à proximité et, dégoûté par son apparence, décide de partir. Pendant ce temps, les autres élaborent un plan et commencent à se déplacer à travers les tuyaux. De leur côté, Duncan et Henry découvrent qu'il y a des tunnels sous l'île qui mènent directement à l'océan. De là, ils peuvent voir l'hélicoptère qui approche, ainsi que diverses espèces encore congelées dans des chambres cryogéniques. Duncan décide de retourner chercher les enfants pendant qu'il envoie Henry vers l'hélicoptère. Pendant ce temps, Krebs, qui transporte les échantillons, réalise qu'il a les clés d'un véhicule et décide de s'enfuir, laissant Aura derrière. Mais Aura n'abandonne pas si facilement et se lance à sa poursuite. Bientôt, elle voit un dinosaure repérer les enfants dans les tuyaux et descendre pour les attaquer, mais elle intervient aussi pour aider. Pendant ce temps, les pilotes de l'hélicoptère, ne voyant aucun signal clair, commencent à se préparer à partir, mais Henry tire une fusée éclairante juste à temps, attirant l'attention de l'équipage. L'hélicoptère fait demi-tour pour les récupérer, juste au moment où un dinosaure mutant gigantesque apparaît, et avec une force brutale, déchiquette l'appareil. Henry, horrifié, s'enfuit en courant aussi vite qu'il peut pour avertir Duncan de ce qui vient de se passer. Finalement, tout le monde parvient à se regrouper, sauf Krebs. Henry annonce, dévasté, que l'hélicoptère a été détruit et que leur seule chance maintenant est de passer par un tunnel qui mène à l'océan, où un bateau les attend. Pendant ce temps, Krebs continue d'avancer à toute vitesse dans un véhicule, écrasant tous les dinosaures mutants qui se trouvent sur son chemin alors qu'il se dirige vers le quai, espérant s'échapper. De retour avec les enfants, ils se retrouvent face à face avec le dinosaure qui s'est introduit dans les tuyaux, mais ils parviennent à le neutraliser. Ils savent parfaitement que si Krebs atteint le bateau avant eux, il partira et les laissera coincés sur l'île. Ils continuent et atteignent enfin la sortie, seulement pour se heurter à un panneau de contrôle bloquant leur chemin. Comme la petite fille est la seule assez petite pour se faufiler dans l'espace étroit, elle se porte volontaire pour ramper à l'intérieur et ouvrir la porte de l'autre côté. Mais juste dans cette zone se trouve le dinosaure mutant géant, le même qui a dévoré l'hélicoptère plus tôt. Courageusement, la petite fille parvient à déverrouiller la porte et laisse passer les autres. À cet instant précis, le dinosaure mutant géant est distrait par Krebs, qui font Européen Union charge dans un véhicule, coupant la route à la créature. La créature écrase la voiture avec une force brutale, mais d'une manière ou d'une autre, Krebs parvient à s'en sortir indemne. Cependant, dans un cruel retournement du sort, le dinosaure mutant géant l'attrape et l'avale tout entier. Sans perdre une seconde, Zora récupère les échantillons tombés des mains de Krebs. Déterminé à s'en sortir, le groupe se précipite vers le bateau, mais la petite fille se fiche de terreur en voyant le dinosaure colossal si proche, prêt à l'attraper. Duncan, déterminé à la protéger, allume une fusée éclairante pour distraire le monstre et l'éloigner de la fille. Avec une résolution héroïque, Duncan se sacrifie, plongeant dans l'océan avec la fusée, attirant le dinosaure mutant géant à sa suite. Zora, émotionnellement brisée, regarde la scène se dérouler sans pouvoir rien faire, mais parvient finalement à préparer le bateau et fait monter tout le monde à bord. Pourtant, elle hésite à partir sans Duncan, voulant l'attendre, mais les autres la convainquent qu'ils doivent partir immédiatement. Depuis le bateau, il regarde avec une profonde tristesse Duncan semblant se rendre à la créature implacable. Peu de temps après, le groupe est poursuivi par la bête, mais heureusement, le bateau est plus rapide et ils parviennent à laisser la mutation géante derrière eux. Quelques minutes plus tard, juste quand ils pensent que tout est fini, ils repèrent une fusée éclairante brillant à l'horizon. À la surprise et au soulagement de tous, il s'agit de Duncan. Il est vivant. Il le hisse rapidement à bord et continue vers la liberté, et il découvre que Dolores, le petit dinosaure mutant, a réussi à les suivre dans leur évasion. Ayant sauvé les échantillons, Henry et Zora discutent de ce qu'ils doivent en faire. Le docteur dit à Zora que c'est à elle maintenant de décider du sort de cette découverte. Après y avoir réfléchi, Aura dit que, pour l'instant, elle préférerait que les échantillons soient utilisés pour le bien du monde et que, finalement, l'argent n'est plus la chose la plus importante pour elle. Pendant ce temps, ils regardent avec émerveillement un groupe de dauphins qui sautent et glissent dans l'eau autour d'eux, échangeant des sourires et des regards pleins d'espoir. Et c'est là que cette histoire se termine. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine!